Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Lors des dernières semaines, nous avons vu Drummondville sortir enfin de l'ombre et devenir une ville industrielle de moyenne importance au Québec. Cette industrialisation va entraîner, bien sûr, l'arrivée massive d'ouvriers et le développement consécutif du commerce. Et comme l'on pense bien, tous ces changements vont entraîner de profonds bouleversements à travers les rues de la ville, de cette petite ville qui, en 1900, avait de la difficulté à sortir le nez de l'eau. C'est de ces transformations dont nous allons parler au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, d'inviter chemin faisant Brenda-Lie Leblanc à nous livrer la deuxième chronique de sa série « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». Nous sommes aujourd'hui à la 4e émission et nous avons pensé qu'il serait intéressant de vous la présenter à partir de la régie de production de Cogeco. Ça fait donc depuis le tout début que derrière la caméra, il y a un bonhomme qui s'appelle Robert Gay et qui est là depuis justement la toute première séquence qu'on a tournée et qui sera jusqu'à la toute fin de l'émission et sur qui la technique repose. Alors, Robert, vous êtes prêt? On y va. À quoi pouvait bien ressembler Drummondville au cours des premières décennies du 20e siècle? De 1900 à 1930, la population de Drummondville augmente considérablement, soit, en gros, de 2 000 à 12 000 habitants. Mais attention, cette augmentation est pour l'agglomération drummondvilloise. En fait, la ville même de Drummondville serait plutôt passée de 1 450 à 6 600 habitants et aurait compté, selon certaines sources, 1 725 personnes en 1911, 2 850 en 1921 et 6 600 en 1931. Quoi qu'il en soit, retenons que quand on dit que Drummondville est passé de 2 000 à 12 000 habitants de 1900 à 1930, on parle alors en fait du Grand Drummondville. Au tournant du siècle, les trottoirs, quand il y en a, sont de bois, lesquels ont la particularité de se détériorer assez rapidement, de conserver plus ou moins longtemps leur alignement et leur nivellement d'origine, mais aussi de pouvoir être parfois déplacés par les hommes politiques au gré des circonstances et de leurs intérêts. Une chronique de l'époque, d'ailleurs, fait état de ce trottoir de la rue Hemming, qu'un conseiller municipal président de la voirie a fait déplacer sur la rue Riot pour rendre service à son neveu, qui préférait marcher sur le sec pour se rendre travailler aux forges McDougall. Les citoyens du village Henri-Vassal, qui ont ainsi vu leur trottoir leur être subtilisé, n'ont pas du tout apprécié. Ils ont tempêté, protesté et exigé que le trottoir soit reconstruit à son endroit d'origine. Les rues étaient faites de crasse de mine, résidus de fonte du minerai des forges McDougall, que l'on incorporait au sable de la chaussée, au grand dents des piétons et surtout des chevaux. Il était même permis aux citoyens, entendre par là que les autorités fermaient les yeux, d'y combler les trous avec leurs déchets de cour, de jardins et de hangars, pourvu qu'il ne s'y trouve pas de clous. Puis à partir des années 1905-1910, tout commence à changer. En 1906, ce sont les trottoirs de béton, ce que les élégantes de l'époque ont sans doute été les premières à apprécier. En 1908, c'est le premier véritable système d'égout au centre-ville. Ce qui vaudra sans doute aux citoyens de devoir pour un temps vivre le meilleur et le pire, soit avoir des beaux trottoirs tout neufs, mais des rues en fort piteux état. En 1911, c'est l'ouverture de la rue Lindsay, de la rue des Forges jusqu'à la route de l'Avenir, le boulevard Mercure actuel. En 1915, c'est le premier pavage des rues du centre-ville avec du macadam. Cela correspond bien sûr à l'augmentation de la circulation urbaine, mais aussi à l'arrivée de plus en plus envahissante de la voiture automobile. On en compte 679 en 1931, on l'a déjà mentionné. On n'a plus le choix, il faut aplanir les bosses. En 1920, c'est un règlement municipal stipulant que 2 arbres devront être plantés de front, en front de chaque lot longeant les rues. Ce seul règlement vaudra à Drummondville de bénéficier pendant longtemps de belles rues ombragées, bordées d'arbres magnifiques, que l'on a à peu près tous coupés par la suite au fil des ans. Et de nombreuses autres améliorations suivront tout au long de la période.
si bien que les rues de Drummondville changent totalement d'allure. Mais que diriez-vous d'aller faire un tour dans les rues de 1910-1920? Par la magie de la télévision et le jumelage des anciennes photographies, nous allons pouvoir faire des séquences qu'on pourrait appeler séquences aujourd'hui-hier, c'est-à-dire qu'on va partir du temps présent et on va retourner très loin dans le temps, c'est-à-dire jusqu'aux années 1910-1920. Alors ça devrait nous permettre pendant environ 2 minutes de nous retrouver en plein centre-ville aux années concernées. Alors on y va? Notre périple qui part d'un point situé à la hauteur de la place Saint-Frédéric va d'abord permettre de descendre la rue Hériote jusqu'à l'intersection de la rue Saint-Georges et de jeter un coup d'œil, chemin faisant, aux rues Cockburn et Loring. Voici ce qu'aurait été notre point de départ vers 1910-1915. On remarque évidemment sur la gauche le joli bureau de poste. Descendons un peu la rue. La voiture est garée devant une pharmacie, le nouvel édifice de la Molson's Bank lui servant d'arrière-plan. L'édifice en briques rouges avec sa grande horloge sur la droite occupe précisément l'endroit où s'élevait le magasin général de M. J.N. Turcotte, que l'on distingue ici très bien. Au pied de la pente de la rue Hériote face à l'intersection de la rue Dupont, l'activité est de nos jours assez intense, ce qui assurément était loin d'être le cas vers 1910. À l'intersection de la rue Cockburn, cette fois, il nous est beaucoup plus loisible de comparer la circulation d'aujourd'hui à celle d'hier. Retournons-nous pour regarder dans la direction d'où l'on vient. Vous ne voyez pas le clocher de l'église? Il doit pourtant être bien là. Plus aucun arbre aujourd'hui sur la rue Loring. Alors que dans les années 1910, un nouveau regard sur la rue Hériote, où les enfants d'aujourd'hui ne pourraient manifestement pas deviser en toute quiétude comme autrefois. Nous sommes maintenant à l'extrémité nord de la rue Hériote, à l'intersection de la rue Saint-Georges que nous regardons. Seule la maison tout à fait à gauche sur la photo est toujours là de nos jours. Par la rue Saint-Georges, rejoignons la rue Lindsay, que nous remontons non sans regarder à 2 reprises derrière nous, soit d'abord à l'intersection de la rue Loring, puis à celle très fréquentée aujourd'hui de la rue Marchand. Une rue Lindsay de belle largeur, toute bordée d'arbres elle aussi, et qu'on tracera plus large encore dans son prolongement qui l'amènera de la rue des Forges à la route de l'Avenir, futur boulevard Mercure. Notre périple tirant à sa fin, revenons à la rue Marchand. Cette voie qui a non seulement changé d'aspect, mais a également changé de nom, rue Marchand aujourd'hui, elle était hier rue du Couvent, nous permet de boucler la boucle de notre tour de ville, et donc de nous retrouver à notre point de départ, la place Saint-Frédéric, où naguère trônait le bureau d'enregistrement et auprès de laquelle le bureau de poste a longtemps monté la garde. Bonjour, bienvenue à la chronique La meilleure histoire, c'est la vôtre. Cette semaine, la valeur des objets du patrimoine. Souvent, les objets qui nous sont transmis par nos ancêtres ont une valeur sentimentale. Mais ils n'ont pas qu'une valeur sentimentale, ils ont d'autres valeurs. Une des valeurs, la valeur d'âge. Plus un objet est ancien, plus il a de valeur. Et souvent aussi, plus il est rare. Il y a aussi la valeur historique. La valeur historique, c'est une valeur
qui peut transmettre l'histoire d'un peuple, ça peut être un symbole, mais la valeur historique peut aussi être attachée à un personnage historique. Alors, un objet bien ordinaire, disons comme une petite bouteille de pilule, si elle a appartenu à un personnage célèbre, peut avoir une valeur historique. Il y a quelques mois, aux États-Unis, une bouteille de pilule ayant appartenu à Elvis Presley s'est vendue plusieurs milliers de dollars. Alors, une valeur historique. Une autre valeur, la valeur d'usage. La valeur d'usage peut se rapporter aux objets de tous les jours, la vaisselle, toutes sortes d'objets qu'on peut utiliser au quotidien. Alors, ces objets-là ont une valeur d'usage. Il y a aussi une valeur d'art, alors une valeur qui se rapporte à un courant stylistique ou à la manière de faire d'un artiste. Alors, un objet ici a une valeur d'art. La dernière valeur, mais non la moindre, la valeur marchande. Alors, la valeur du marché de l'art et du marché des collectionneurs. Les objets de nos ancêtres, il y en a quelques-uns qui nous parviennent, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont perdus, jetés, volés, oubliés, vendus à des collectionneurs ou dans des musées. Donc, il y a certains musées au Québec qui se retrouvent avec des objets qui proviennent peut-être de vos ancêtres à vous. Donc, pour cet objet, le lien d'origine a été brisé. On ne sait pas d'où provient l'objet. On ne connaît pas non plus le contexte qui pourrait mettre en valeur cet objet-là. Un petit exemple, ma grand-mère avait 19 enfants et donc elle faisait le lavage quand même assez souvent et elle ramassait les boîtes de savon. Elle découpait ces boîtes et en envoyait, quand elle en avait plusieurs, elle en envoyait à une compagnie qui lui renvoyait une assiette. Elle a pu ainsi se construire tout un set de vaisselle. Donc, l'information d'où provient, de comment elle s'est procurée cette assiette-là, met en contexte, donne de la valeur à l'objet lui-même. Lors de la prochaine chronique, nous verrons comment faire l'inventaire de nos objets du patrimoine. Dans ce Drummondville en train de devenir une ville industrielle, l'apparence et la nature même de l'habitat urbain se modifiaient profondément. Aussi faut-il rappeler qu'il avait existé ou existait quand même toujours quelques rares maisons bourgeoises. Si peu nombreuses d'ailleurs qu'il vaut ici la peine d'en évoquer quelques-unes, 5 en fait, qui ont été ou sont encore des repères dans l'histoire de l'architecture domestique à Drummondville. Laissons aux historiennes Marie-Paule Labrec et Yolande Allard le soin de nous les faire mieux connaître. Nous visiterons dans l'ordre d'abord 2 grandes disparues, Grantham Hall et la maison Hemming, puis la maison Kaya, la maison Mitchell et la maison Watt. Écoutons Madame Marie-Paule Labrec. Grantham Hall est certainement l'édifice de prestige que nous avons eu à Drummondville et il a été construit par la famille Watts. Mais cet édifice est construit sur le site de la demeure de Georges-Frédéric Herriot qu'il avait baptisé tout simplement Comfort Cottage. Alors, le style de ce manoir est très en vogue à ce moment-là et bien sûr qu'il est inspiré des grandes résidences néoclassiques d'Angleterre. Et en général, il se trouve dans de grands parcs et on remarque aussi qu'à Drummondville, on va installer cette demeure remarquable, on va l'installer en dehors des limites du village. Alors, il n'est pas sur une rue, il est dans un rang, tout simplement, mais à proximité de la ville. Et malheureusement, nous allons perdre cette belle construction dans un incendie. Et le manoir était entouré de jardins, de terrasses. Il surplombait la rivière Saint-François, ce qui en faisait un site de choix. Nous arrivons avec la maison Hemming dans une toute autre période de style d'architecture. Nous sommes vraiment dans la période victorienne.
On le remarque par le volume de la maison et surtout par cette tour qui est prenante à la façade et qui est un symbole d'autorité. Ces maisons imposantes, nous allons en voir d'autres par la suite, sont caractéristiques. À ce moment-là, il n'était pas exclu de faire savoir qu'on était un personnage de valeur, un personnage d'autorité, et l'architecture de la demeure le reflétait. On voit aussi par le toit, qui est un rappel peut-être d'influence française, ce toit à la mansarde, et cette maison est demeurée pendant longtemps un des beaux points de repère dans la ville de Drummondville. La résidence de Edward John Hemming, construite en 1858, est devenue en 1906 propriété de la communauté des Frères de la Charité, qui avait été appelée à venir fonder ici un collège pour garçons. Elle jouxtera alors pendant de nombreuses années le collège Saint-Frédéric. Quant à Grantham Hall, qui, comme Mme Labrec l'a souligné, fut certes la résidence de prestige de Drummondville, elle s'élevait pratiquement à l'intersection des rues Gall et des Lilas d'aujourd'hui. Après son incendie en 1922, ses ruines restèrent apparentes au moins jusqu'à la fin des années 40. Il subsiste heureusement encore deux magnifiques exemples des résidences de la fin du siècle dernier, tous deux situés en plein centre-ville. Il s'agit de la maison Caillat, sur la rue Brock, près de l'église Saint-Frédéric, et de la maison Mitchell, sise à l'intersection des rues Saint-Georges et Newton. Recourons à nouveau à Mme Labrec pour nous les replacer dans leur contexte historique. D'abord, la maison Caillat. Cette maison est encore de la période victorienne et elle est placée bien en évidence sur un petit promontoire. Nous remarquons que cette maison également présente ce décrochement de la façade qui lui donne beaucoup d'autorité et surtout le décor. Le décor est typiquement victorien. On se fiait souvent sur des cahiers de modèles qui circulaient et ça lui donne une valeur supplémentaire. Maintenant, il faut se rappeler que cette maison était complétée par un parc très bien aménagé et qui se rendait jusqu'à la rue Lindsay, de la rue Brock à la rue Lindsay, et où on retrouvait des plates-bandes de fleurs, des arbustes, une petite fontaine centrale. Et à Drummondville, ce phénomène remonte probablement à M. Thomas Shepard, qui était un ancien marchand de bois riche qui avait perdu sa fortune, venu s'établir à Drummondville. Il était membre de la famille Watts. Et il avait construit ce que nous avons toujours appelé le Château Cook. Et de ce côté de la rivière, il avait fait un jardin merveilleux. Et je pense que ça a donné l'impulsion à tous ces superbes parterres qu'on retrouvait à travers la ville de Drummondville. La seconde demeure de style victorien, toujours bien présente à Drummondville, est la maison Mitchell, qui pourtant a tout d'abord connu un début d'existence quelque peu éprouvant. Cette imposante maison qui est construite en bois, couverte en déclin de bois, dans le genre qui était beaucoup utilisé dans ces années-là, à la fin de la période victorienne. Et nous avons maintenant seulement des photographies, puisqu'elle a été détruite par un incendie en 1893. Tout de suite, elle a été reconstruite, mais cette fois en briques. Cette luxueuse maison couverte d'ardoise et avec également une ornementation de bois travaillé, est assortie de dépendances importantes. Tout près, on peut voir les écuries qui pouvaient loger jusqu'à 7 chevaux et des hangars pour recevoir des voitures pour l'été, pour l'hiver. Ensuite, cet immense parterre qui prenait tout de suite à côté de la maison et qui se rendait jusqu'à la rue Brock, et où on remarquait de la même façon un jardin français très bien délimité, aussi une fontaine et un petit kiosque qui abritait une source. Et tout cet ensemble était vraiment de grande tenue. Trop discrète sans doute,
Madame Labrec n'a peut-être pas osé jeter un regard à la décoration intérieure de la maison Mitchell. Mais nous allons nous le permettre, par le truchement de 4 photos présentées en séquence. C'est, vous le constaterez, une indiscrétion qui en vaut la peine. Il existe également, disséminées aux 4 coins de la ville, quelques maisons de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, qui sont aujourd'hui considérées comme moins imposantes peut-être, mais qui, au temps de leur construction, ne manquaient pas de caractère. Or, il en est une située au centre-ville, pratiquement en plein cœur de ce qui fut le périmètre initial de l'établissement fondé en 1815 par Hériote, qui vaut, comme c'est souvent le cas, tout autant par l'histoire des familles qui l'ont habité que par son architecture. Une évaluation qu'endosse d'ailleurs l'historienne Yolande Allard. La maison Watt est construite en 1881. Elle n'est pas la seule arrivée dans le paysage de Drummondville. Il y a quelques belles maisons bourgeoises qui sont construites au début de la décennie 1880. Parce qu'on assiste à l'ouverture des forges de Drummondville. Alors là, il y a vraiment... L'économie est un peu plus florissante. Alors, il y a quelques belles maisons qui se construisent. C'est William John Watts qui construit cette résidence-là à l'occasion de son mariage avec veuve Ployart, qui, de son nom de naissance, est une Miller, Mary Louisa Miller. Il construit cette maison-là sur 2 lots. Monsieur Watts a réservé, parce qu'en 2 lots contigus, donc la moitié du quadrilatère qui fait maintenant Hériote, Loring, Brock et Saint-Georges. Donc la moitié de ce quadrilatère-là est occupé par la maison et les jardins. Monsieur Watts est député à l'Assemblée législative de Drummond-Arthabasca et il est aussi le maire de Drummondville. M. Watts est aussi un homme riche parce qu'il est un des héritiers de la succession du fondateur de Drummondville, Frédéric-Georges Hériote. Il habite la maison jusqu'au début de 1900. Alors, il déménage à Montréal et la maison, par la suite, est occupée par la famille du docteur Béliveau. Docteur Béliveau est bien connu parce que, d'abord, c'était un homme c'était un artiste puis un homme très original. Alors, le docteur Béliveau avait été invité par le curé Tétrault pour venir fonder l'hôpital de Drummondville. Et puis, il y aura 14 enfants, et dont 4 vont naître dans la maison Watts, disons qu'on pourrait l'appeler Watts-Béliveau à cette époque-là. Il habite là seulement 4 ou 5 ans. Et par la suite, en 1922, là, c'est la famille Pinard qui s'installe dans la maison. Ils sont là pendant 55 ans. Alors, c'est pour ça que je pense que souvent, on entend parler de la maison Watts-Pinard, évidemment, parce que les Pinard ont été là pendant 55 ans. Et la famille Pinard, ils ont aussi une très belle famille, 12 enfants qui ont été élevés dans cette maison-là. Si on revient un petit peu aux origines de la maison, Monsieur Watts avait aménagé un très grand jardin derrière la maison ou à proximité de la maison. Il y avait une pergola avec des vignes qui supportaient des vignes. Il y avait un jardin potager. Il y avait des fleurs en quantité, des pommiers. Et Mme Ernestine Charland-Rajotte rappelle que finalement, les pommes disparaissaient plus vite que normalement. Et le jardinier avait pensé, il avait appliqué un produit, là, il avait répandu un produit sur les pommes qui était appelé à faire vomir ceux qui mangeaient des pommes. Alors, c'est le fils Watts qui a prévenu ses copains pour dire, ben, si vous mangez des pommes, lavez-les comme il faut pour être bien certain qu'il vous arrive rien. Alors, les voleurs n'avaient pas été démasqués. C'est une anecdote assez intéressante de Mme Charland-Rajotte. Les caractéristiques architecturales de la maison Watts, on peut dire que c'est une maison canadienne à lucarne, comme on en voit beaucoup d'autres. Avec un grand larmier pour protéger là, les murs tant de la pluie que de la neige. En fait, elle a conservé, je dirais, à peu près toutes ses caractéristiques d'origine. En tout cas, si on en juge par les quelques photos qu'on a de la maison début 20e siècle. Au chapitre des maisons bourgeoises, l'on s'en voudrait de ne pas mentionner le très bel ensemble de résidences érigé par la Canadian Celanese en 1926. Dès leur arrivée à Drummondville, en effet, les dirigeants ont voulu offrir au cadre de l'entreprise
un environnement typiquement anglo-saxon, donc reproduisant presque à l'identique les banlieues cossues d'Angleterre ou des États-Unis. Le carré Sélanise est un charmant petit secteur de la ville qui, même après avoir francisé son appellation, s'acharne toujours aujourd'hui à conserver au mieux son caractère original d'hier. Mais quittons l'univers des patrons pour migrer vers celui de leurs employés, c'est-à-dire là même où l'habitat urbain sera le plus profondément modifié. En effet, l'afflux de travailleurs venus de partout va engendrer un énorme problème de logement auquel le conseil municipal va devoir de toute urgence trouver des solutions. Dans les années 1920, en effet, celui-ci doit se lancer à coups d'emprunts de plusieurs centaines de milliers de dollars dans la réalisation d'un vaste programme prévoyant dès le départ la construction de plus de 100 logements. En quelques années, les rues Brock, Dorion, Saint-Jean, Dumoulin, Duncan, Saint-François et autres se bordent en tout ou en partie d'un nombre considérable de maisons de briques rouges, toutes construites à partir d'un même plan de base rectangulaire et simple qui laisse suffisamment de place au fond de chaque terrain à la culture d'un petit jardin. Mais surtout, la ville verra pousser sur ses flancs est, sud et ouest des faubourgs ouvriers qui croîtront dans les parages des nouvelles usines. Nous observerons lors d'une émission ultérieure et de façon plus détaillée certaines caractéristiques de cette croissance fulgurante. Logements ouvriers, grandes maisons bourgeoises, rues pavées, trottoirs de béton qui, eux, désormais resteront bien en place. Drummondville est vraiment lancé sur la voie du progrès et s'étend dans tous les azimuts. Drummondville, la ville de la soie. Drummondville, effectivement, est une ville qui va passer en une trentaine d'années de 2 000 à 12 000 habitants. Ville de la soie, joli surnom, mais qui cache cependant une dure réalité. En effet, Drummondville devra bientôt songer à la diversification industrielle, car il y a danger qu'elle devienne trop dépendante du textile.